Et si notre cerveau donnait sa structure aux théories créées par notre esprit? Aujourd'hui, on va parler de deux sujets a priori complètement différents. De philosophie des sciences d'un côté et de l'autre de neurosciences et du fonctionnement général du cerveau humain. Et on va se demander s'il est possible qu'en créant une théorie sur la nature, sur l'univers, nous autres êtres humains, on ne fasse en réalité que parler de nous-mêmes. Willard Van Orman Quine, que j'appellerai plutôt Quine par la suite, est un philosophe américain qui s'est interrogé sur la manière dont se forment les théories scientifiques et dont elles évoluent. Ces réflexions aboutissent à une théorie de la connaissance, une sorte de théorie des théories scientifiques, qu'il présente en 1951 dans un article resté parmi les plus célèbres du siècle dernier en philosophie des sciences. Il y décrit à la fois les liens qu'entretiennent les lois et les théories avec la réalité, et comment elles s'articulent entre elles. Selon lui, leur rôle n'est que de classer et organiser les résultats de nos expériences. Mais ces expériences ne déterminent que très peu la forme de nos théories. Regardons ce qu'il écrit de plus près. L'ensemble de la science est comparable à un champ de force, dont les frontières seraient l'expérience. Si un conflit avec l'expérience intervient à la périphérie, des réajustements s'opèrent à l'intérieur du champ. Mais le champ total est tellement sous-déterminé par ses frontières, c'est-à-dire par l'expérience, qu'on a toute liberté pour choisir les énoncés qu'on veut réévaluer, au cas où intervient une seule expérience contraire. Ces réévaluations se font à travers des considérations d'équilibre concernant la totalité du champ. Tout d'abord, on l'a vu, selon Quine, les théories ne dévoilent pas la vérité du monde, mais elles servent simplement à organiser les résultats des expériences par l'intermédiaire de lois, de règles, qu'il appelle des énoncés. Sur ce petit schéma, chaque point représente un de ces énoncés théoriques, comme une équation de la physique par exemple, un principe logique ou un théorème mathématique, ou encore une théorie tout entière. J'en ai représenté seulement quelques-uns, mais en réalité, il y en a un très grand nombre d'importances différentes. Le second point, c'est que les théories scientifiques fonctionnent comme un tout, comme un seul et même ensemble. Mais elles ne sont influencées par l'expérience qu'à leur périphérie. On ne peut donc pas renverser une théorie ou un énoncé théorique à la lumière d'une seule expérience, aussi solide soit-elle. Au contraire, lorsqu'une expérience pose problème, qu'elle n'est pas en accord avec une prédiction théorique, eh bien on garde une grande liberté pour réorganiser les théories comme on le souhaite, tout en rétablissant bien sûr un accord avec l'expérience. En gros, chaque expérience peut être expliquée et interprétée de plusieurs manières différentes. Les théories font donc face à l'expérience comme un seul et même corps, ou un seul et même organe, dont le fonctionnement est souple et plastique. Ce qui est important, c'est qu'elles prennent place dans l'ensemble de nos connaissances de façon cohérente, harmonieuse, équilibrée. Et cet ensemble de théories, dans sa forme, semble quasiment autonome, quasiment indépendant par rapport à l'expérience. Voilà comment fonctionnent nos connaissances théoriques, abstraites, produites par notre esprit, selon l'un des principaux philosophes des sciences du XXe siècle. Alors, comment fonctionnent nos connaissances perceptuelles, nos perceptions en fait, nos représentations sensorielles produites par notre cerveau? Comment traite-t-il l'information en provenance de l'extérieur pour construire les images, les sons, les sensations que l'on perçoit? Prenons l'exemple du système visuel. Lorsque des rayons lumineux sont perçus par nos yeux, le premier centre de traitement de l'information s'appelle le corps genouillé latéral, CGL. C'est le premier d'une longue liste, mais déjà, le CGL est loin d'être un transmetteur fidèle. En réalité, des hypothèses y sont faites en permanence concernant l'image du monde qui va lui être proposée. Et le CGL corrige l'écart entre le signal qu'il attend et le signal qu'il reçoit effectivement. C'est un système qui fonctionne donc en boucle, un système complexe, en s'adaptant et en réorganisant continuellement l'expérience visuelle. Chose étonnante, seuls 20% des connexions qui rentrent dans le CGL proviennent des yeux. Le reste provenant, eh bien, du cerveau lui-même. Ensuite, les neurones partant du CGL se projettent sur la première couche du cortex visuel primaire, V1. Et là encore, seulement 10% des connexions qui entrent dans cette première couche proviennent des voies visuelles qu'on dit principales, du CGL. Alors là, ça veut dire qu'on est dans la première couche du cortex visuel primaire, V1, et ensuite V2, V3, V4 et d'autres aires encore. Et déjà, dans cette première aire, il n'y a plus que 10% de 20% des entrées qui viennent des yeux. Autant dire presque rien en fait. Autant dire que c'est une influence tout à fait périphérique.
Et pourtant, c'est là, dans V1, que sont créées les formes, les contours de ce que l'on perçoit. Et c'est là aussi que sont créées de nombreuses illusions d'optique. J'y reviens dans l'article du blog si tu veux plus d'infos. Les illusions d'optique révèlent en fait ce que rajoute notre cerveau lui-même en permanence pour construire nos représentations, grâce notamment à toutes ces connexions qui ne viennent pas des yeux. Toujours est-il que ces caractéristiques sont loin d'être limitées au système visuel. La perception du monde, l'expérience du réel, ne se fait bel et bien qu'en périphérie. En moyenne, seul un neurone pour 1000 est directement connecté aux signaux extérieurs. Le cerveau humain possède donc une grande plasticité et une grande récursivité connexionnelle, les boucles dont on parlait. Nos aires cérébrales sont bien spécialisées, mais de près ou de loin, chaque aire est connectée à toutes les autres, et une information perçue a des répercussions sur l'ensemble du cerveau. Certaines connexions sont affaiblies, d'autres sont renforcées, d'autres finissent par disparaître, et une aire sensorielle non stimulée peut même être envahie par les neurones d'une aire voisine. Mais chose importante, toutes ces réorganisations se font de manière à diminuer l'impact de la perception sur l'équilibre du système, du cerveau, et ainsi assurer notre orientation stable dans un monde chaotique. On doit y mettre notre patte, on doit l'organiser nous-mêmes pour survivre. Finalement, il semble qu'à la question « Comment fonctionnent les théories créées par l'esprit humain ?», Quine réponde « Comme le cerveau humain ». Je sais pas pour vous, mais moi ça me fait pivoter la matière blanche sur le bulbe rachidien. Il y a même des théories créées pour décrire le monde qui s'appliquent étonnamment au cerveau humain, alors qu'elles n'ont pas du tout été créées pour ça initialement. Par exemple, les grands principes de la théorie de l'évolution des espèces, créée par Darwin au 19e, s'appliquent aussi à l'évolution des connexions des neurones dans notre cerveau, au cours de notre vie. On parle de darwinisme des synapses. Une chose qu'il faut bien préciser, c'est que Quine, dans son article, ne mentionne pas du tout le cerveau humain pour construire ses métaphores. Son travail l'amène indépendamment de la biologie à retrouver dans le fonctionnement des théories des caractéristiques qui semblent similaires à celles du cerveau humain. Pour expliquer ces points communs, on pourrait dire que les mêmes lois de la nature s'appliquent au cerveau et au monde, et que notre esprit est capable de les saisir pour en faire des théories. C'est une explication qui me semblerait assez classique, finalement, peut-être même un peu simpliste. Mais peut-être aussi, puisqu'on est en droit de penser que c'est notre cerveau qui produit nos connaissances, eh bien peut-être que notre cerveau donne sa structure à ses productions abstraites, comme s'il plaquait ses propriétés à notre insu sur les descriptions théoriques du monde que l'on croit faire de manière objective. Dans ce cas-là, il faudrait plaider pour un renversement de la direction des recherches scientifiques. Plutôt que d'étudier l'univers pour faire progresser nos théories, on ferait mieux d'étudier le cerveau humain pour découvrir les contraintes, les limites qui s'appliquent à toute description théorique de la nature. Connaître le monde reviendrait alors à se connaître soi-même, et créer une théorie reviendrait en quelque sorte à se reproduire soi-même dans une création abstraite. Bon, le cerveau produit nos connaissances, on peut se mettre d'accord là-dessus. Mais le cerveau est aussi un objet de connaissance. On produit des connaissances à propos du cerveau. Et puis notre cerveau est connecté au corps tout entier. D'ailleurs, on a même découvert des neurones dans notre cœur et dans nos intestins. Alors il faudrait plutôt parler du corps que du cerveau. Enfin, on crée des théories sur la nature, mais nous, notre cerveau, notre corps, nous en faisons partie également. Alors au fond, si notre cerveau, le monde extérieur et les connaissances que nous produisons à leur sujet semblent posséder des propriétés et des structures similaires, c'est peut-être aussi parce qu'ils se construisent en même temps. Un peu comme s'ils étaient les différentes facettes d'une même aventure. Pour explorer ces nouvelles pistes de réflexion, il faut sortir un peu des sentiers battus de la philosophie de la physique et suivre plutôt la pensée d'un biologiste. Le Chilien Francisco Varela a cherché à définir la connaissance d'une manière qui soit valable à la fois pour nous, humains, mais aussi pour n'importe quel être vivant, une girafe, une méduse ou même une bactérie. Pour lui, la connaissance est une action productive. C'est un couplage structurel entre un organisme et son environnement. L'organisme agit sur l'environnement agit sur l'organisme, ils se construisent l'un et l'autre, ensemble, en permanence. Cette action productive, cet entremêlement entre un organisme vivant et son environnement, il l'appelle l'énaction. Et c'est ce processus qui fait émerger un monde
une réalité pour chaque être vivant. Alors on va terminer par une petite citation de Varela, un peu planante et inspirante au regard des questions qu'on vient de se poser. Selon lui, à l'histoire humaine de la nature correspond une histoire des théories de la connaissance de soi. Se reflétant l'un dans l'autre, le soi et la nature évoluent dans le temps comme les partenaires d'une même danse. Et ce ne sont pas les mots d'un poète sous LSD ou d'un chaman sous ayahuasca, mais bien ceux d'un théoricien de la biologie. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle aventure philosophico-scientifique de Scienziahuasca. Si tu veux en savoir plus sur les sujets qui ont été évoqués dans la vidéo, n'hésite pas à aller faire un tour sur l'article du blog donc, et à consulter les sources que je mise en description. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à la partager, ou encore à me poser des questions en commentaire. En attendant, je te dis à très vite pour de prochains retournements de cerveau. Ciao ciao! Un très grand merci à Florence Porcel, Science Étonnante, Dirty Biology et Axolot pour leur partage. Vous avez dû voir qu'on est de plus en plus nombreux sur la chaîne, ça me fait très plaisir et c'est en grande partie grâce à eux. Là aussi, j'ai récemment intégré le Café des Sciences. C'est une plateforme qui regroupe des vulgarisateurs scientifiques de très bonne qualité, des blogs et des chaînes YouTube. Ils ont aussi leur propre chaîne YouTube d'ailleurs qui s'appelle Vidéosciences, donc je vous invite grandement à aller la découvrir si vous ne la connaissez pas.